Il existe des principes que l'on t'inculque ouvertement, et d'autres que seuls les individus les plus discrets et redoutables se passent entre eux. Ces normes secrètes se dissimulent en dessous les surfaces, comme des armes affûtées que Machiavel a insérées subtilement dans ses écrits, telles des ombres affilées. Ce sont des directives que l'on évite d'énoncer car elles bousculent, car elles mettent à nu la réalité brute. L'autorité ne se manifeste pas avec éclat. Elle n'a pas recours à la parole. Elle reste muette. Elle patiente, elle scrute. Parce que lorsque tu pénètres un espace, tu ne fais pas que t'y présenter. Tu subis un examen, non par ceux qui t'apprécient ou te détestent, mais par les occasions elles-mêmes. Et ces occasions sont impitoyables. Elles évaluent ton intonation, ta position, tes poses. La plus petite manifestation de sentiment crée une faille. La moindre réponse devient une vulnérabilité aux yeux de tous. Tu n'es jamais impartial. Tu exerces une influence où tu te révèles, et au moment où tu deviens déchiffrable, anticipable, impulsif, l'autorité t'échappe. Machiavel l'avait perçu. Le véritable péril n'est pas l'adversaire évident, c'est ton propre être lorsqu'il abandonne sa garde. Dans cette séquence, tu vas explorer 10 éléments que les âmes dominantes occultent toujours devant autrui. 10 attitudes, 10 impulsions, 10 réflexes que les vulnérables laissent se filtrer et qui exposent leur sensibilité au regard collectif. Note dans les remarques, l'autorité t'appartient aussi longtemps que nul ne parvient à te percer, et pense à t'inscrire, à approuver et à visionner jusqu'au terme. La révélation finale que tu percevras, rares sont ceux qui la mettent encore en œuvre sur cette planète. Machiavel n'a pas rédigé pour séduire, il a rédigé pour alerter. Au cœur de l'Italie du XVIe siècle, au milieu des intrigues, des perfidies et des manipulations, il a saisi que la menace ne surgit pas toujours des rivaux apparents, mais de la franchise interne. Pour lui, se révéler équivalait déjà à capituler. D'autres philosophes l'avaient pressenti. Les stoïciens prônaient la maîtrise personnelle. Nietzsche célébrait l'individu qui transcende l'opinion d'autrui. Pourtant, cette intelligence s'est estompée devant une ère où tout s'étale, tout se diffuse. Nous avons omis que ce qui est exposé devient fragile. La réflexion contemporaine rejette la discrétion. Mais ceux qui saisissent encore les ténèbres connaissent en ceci. Ce que tu occultes modèle ce que l'entourage conjecture. Et dans cette dissonance réside une puissance que seule une conscience éveillée peut exploiter. Le premier aspect qu'une conscience dominante masque invariablement face aux autres, c'est son irritation. Car elle sait que céder au désordre, ne serait-ce qu'un bref instant, équivaut à livrer à l'opposant la clé de ses points sensibles. L'irritation n'incarne pas la vigueur, c'est une capitulation. C'est confier les rênes de ton fort intérieur au collectif. Celui qui s'emporte sous les regards dévoile ce qui l'atteint, ce qui le provoque, ce qui le protège. Il devient transparent. Et dans un environnement où tout est évalué, disséqué, décodé, être transparent signifie être influençable. Une conscience dominante transmute son courroux en tactique. Elle ne répond pas sous l'emprise de l'affect. Elle réplique avec discernement. Elle préserve son ardeur intime pour les choix cruciaux, non pour les démonstrations collectives. Elle réalise que l'imperturbabilité effraie, que la retenue devant l'agression est plus déconcertante qu'une déflagration. Elle refuse d'être anticipable ou guidable. Elle aspire à demeurer énigmatique. L'irritation apparente est une ouverture, une lacune. Même si elle paraît intimidante, elle se retourne inévitablement contre son porteur. Une conscience robuste s'entraîne à diriger son intensité. Elle attend, elle inspire, elle absorbe, puis elle intervient au moment opportun, et cette endurance se mue en outil. Car tandis que les autres vocifèrent, elle évalue. Tandis qu'ils détonnent, elle édifie. Son irritation n'est pas ignorée, elle est domptée. Et c'est cette domination qu'elle élève au-delà de la multitude. Elle n'a pas à hurler pour signaler sa menace. Elle n'a pas à agresser pour faire percevoir le danger. Sa simple existence impose la considération, car chacun devine sa capacité sans en connaître l'étendue, et c'est précisément cette incertitude qui lui confère l'autorité. L'irritation manifeste entraîne la perte de maîtrise. La retenue mesurée génère l'énigme et l'énigme dirige. Le deuxième aspect qu'une conscience dominante occulte systématiquement devant autrui, c'est le désir d'approbation. Ce craving d'être légitimé, saisi, ovationné. Car au moment où tu manifestes ton appétit d'affection, tu offres un moyen de pression à l'autre.
Tu invites les calculateurs, les adulateurs, les profiteurs. Tu te rends flexible. Celui qui aspire à être remarqué se transforme rapidement en captif du jugement qui le contemple. Machiavel le discernait. Celui qui quête la validation est prêt à renier ses principes pour préserver les acclamations, et à cet instant, il n'est plus indépendant. Une conscience dominante, inversement, progresse dans l'obscurité sans fanfare. Elle opère sans solliciter les feux de la rampe. Elle forge sans viser les spots. Elle sait que l'authentique estime afflue vers ceux qui s'en passent. Plus tu parais indifférent au jugement externe, plus ce jugement s'intensifie. Elle saisit que l'autonomie intime attire l'attrait extérieur. Elle n'attend pas qu'on lui confirme sa valeur. Elle la possède déjà. Elle ne quémande pas l'adhésion des masses. Elle érige un univers qui témoigne pour elle. Et cet univers finit par captiver ceux qui perçoivent sans qu'elle ait à élucider. Elle sait que l'espérance de légitimation est un lien autour du cou, un lien que d'autres peuvent actionner à leur profit. Elle le tranche, elle avance isolée si nécessaire. Elle franchit l'aridité sans exhibition, car elle sait que celui qui aspire à l'affection devient inoffensif et elle refuse l'affection. Elle vise à être incontournable. Elle veut que son aura communique, que ses verdicts impriment, que son retrait pèse. Elle ne s'excuse pas d'être. Elle n'attend pas la permission pour rayonner. Elle irradie sans requête. Et c'est cette quiétude intime, cette absence de sollicitation qui finit par dominer l'ensemble, car l'authentique autorité, c'est de n'espérer rien et de récolter malgré tout. Le troisième aspect qu'une conscience dominante masque invariablement face aux autres, c'est son abattement. Elle peut être déchirée intérieurement, affronter des tourments, lutter contre des spectres invisibles, mais elle maintient une façade hermétique, indéchiffrable, car elle sait que exposer son effondrement équivaut à attirer les rapaces. L'abattement manifeste stimule la férocité des groupes. Il suscite les curiosités malsaines, les verdicts hâtifs, les assauts gratuits. Il rend l'individu précaire et donc exposé. Une conscience robuste s'autorise les larmes, oui, mais en solitaire. Elle confronte ses gouffres dans la discrétion car elle comprend que la douleur n'exige pas de spectateur pour exister. Elle évite l'exposition. Elle refuse de se muer en divertissement. Elle ne quête pas la sollicitude collective car elle sait qu'elle est volatile, fragile et souvent toxique. Elle préfère être mésestimée que rabaissée. Elle préfère être réservée que pitoyable. Machiavel savait que l'entourage honore celui qui résiste, même dans l'orage. Pas celui qui s'écroule devant tous. Une conscience dominante s'entraîne à progresser avec ses tourments sans les proclamer. Elle avance, même fracturée, mais jamais dévoilée. Elle porte ses faiblesses comme une protection cachée, non pour les rejeter, mais pour ne pas les livrer. Elle saisit que la grâce de la discrétion face à l'adversité surpasse 1000 plaintes. Elle sait également que le collectif oublie promptement ceux qui exhibent leur fragilité, mais retient éternellement ceux qui l'ont vaincu sans éclat. L'abattement est une épreuve intime, mais la noblesse avec laquelle on l'endure change tout. Et celui qui apprend à endurer sans se dénuder devient irrésistible car nul ne connaît ses épreuves et nul ne peut prédire sa résilience. Le quatrième aspect qu'une conscience dominante occulte systématiquement devant autrui, c'est sa jalousie. La jalousie est un venin progressif. Elle débute par une banale évaluation. Puis elle contamine la perspective, intoxique l'âme, ruine la sérénité interne. Celui qui la subit se mue en observateur de l'existence d'autrui, incapable d'édifier la sienne. Et dès qu'il la laisse transparaître, il se rabaisse. Il confesse se sentir inférieur, se mesurer, se condamner. La conscience dominante repousse cela. Elle contemple sans se confronter. Elle apprécie sans se dévaluer. Elle sait que les acquis d'autrui ne lui retirent rien. Elle sait que les triomphes des autres ne constituent pas une menace, mais un reflet. Machiavel aurait affirmé « Celui qui jalouse dilapide son autorité, car il admet tacitement la prééminence de l'autre. » Et dans un univers de façade, de position et de voile, confesser son infériorité, même discrètement, c'est concéder du terrain. Une conscience robuste ne laisse jamais filtrer ce sentiment, même si elle ressent la piqûre de la confrontation. Elle le conserve pour elle, le transmute en résolution, en discrétion, en initiative souterraine. Elle œuvre tandis que les autres s'exhibent. Elle se forge tandis que les autres se manifestent.
Et un jour, elle surpasse tous ceux qui la scrutaient sans avoir jamais jalousé. La jalousie est une diversion. Une conscience dominante ne s'égare pas. Elle demeure focalisée sur son chemin, son cadence, son objectif. Elle sait que ce qu'elle érige dans l'obscurité pèsera plus lourd que tout ce qui scintille aujourd'hui sous les lumières. Et c'est cette quiétude, cette focalisation, cette inertie face aux possessions d'autrui qui lui octroie une supériorité. La jalousie affaiblit, l'indifférence calculée fortifie. Celui qui n'en souffre pas devient imprévisible et l'imprévisible devient inviolable. Le cinquième aspect qu'une conscience dominante masque invariablement face aux autres, c'est son appréhension. L'appréhension est naturelle, certes, mais la manifester, c'est suggérer qu'on peut être bloqué, qu'il existe une barrière psychique, une borne affective, un point aveugle. Et cela suffit pour inviter les épreuves, les défis, les offensives. Dès que tu laisses percevoir ce qui t'effraie, tu deviens exposé face à ceux qui se repaissent de ton recul. Une conscience robuste éprouve l'appréhension, évidemment, mais elle ne l'étale pas. Elle la dissèque, la franchit, la confine. Elle refuse d'en faire un indicateur décodable. Machiavel l'avait saisi. Le simple fait de ne pas céder fait hésiter le rival. L'immobilité glaciale devant le risque est plus dissuasive que n'importe quel éclat défensif. Une conscience dominante transmute l'appréhension en vigueur. Elle la conserve dans son sang comme une force, mais ne la laisse jamais affleurer sur ses traits. Elle ne vacille pas, elle ne détourne pas le regard. Elle comprend que le domaine appartient à ceux qui n'exhibent pas leurs frontières. Elle se prépare discrètement, sans avertir, sans manifester, car elle sait que la vigueur n'est pas l'absence d'appréhension, mais sa domination. Exhiber son appréhension, c'est offrir une option. C'est déclarer un périmètre interdit. C'est convier les plus féroces à presser là où ça blesse. La conscience dominante efface ses traces. Elle devient polie, énigmatique, close. Elle suscite l'hésitation chez ceux qui cherchent une réponse, et cette hésitation se mue en rempart. Elle n'a pas à feindre la dureté. Il lui suffit de ne pas fléchir, et cette constance devient son expression. Une appréhension domptée est un atout. Une appréhension manifeste est une brèche, et elle ne confie jamais ses atouts à l'opposant. Le sixième aspect qu'une conscience dominante occulte systématiquement devant autrui, c'est son exaltation, l'enthousiasme débordant, l'euphorie flagrante. Cette allégresse débridée qui illumine les traits quand un dessein progresse, quand un but paraît proche. Tout cela peut sembler anodin, voire humain. Mais en réalité, c'est une révélation. Car ce qui t'exalte te dénonce. Cela indique ce que tu convoites, et ce que tu convoites est le levier par lequel on peut te dominer. Une conscience dominante saisit que l'exaltation manifeste est un code. Elle signale ceci m'importe. Elle signale si tu m'en prives, tu me détruis. Alors elle la préserve pour elle. Même au seuil du succès, elle demeure impassible. Même face à une proposition idéale, elle maintient un débit égal, car elle sait que l'apathie affichée est une négociation. Elle génère l'incertitude, elle déroute, elle brouille le paysage. Celui qui expose sa joie devient anticipable, et ce qui est anticipable devient influençable. Machiavel l'avait saisi. Plus tu parais détaché, plus tu domines la partie, plus tu sembles équilibré, plus tu désorientes. Une conscience dominante sait que le moment de triomphe n'est pas le plus stable, mais celui où tu crois l'avoir emporté. Alors elle observe la retenue, elle déguste seule, elle fête intérieurement. Elle ne bondit pas d'allégresse, elle ne se hâte pas, car l'exaltation est une faille et elle ne tolère aucune fuite. Elle veut que nul ne discerne ce qui la comble, que nul ne sache quand elle vint, car celui qui occulte ses triomphes devient insaisissable. Elle avance voilée, elle réussit dans la pénombre, et cette discrétion crée un voile qui la sauvegarde. Elle ne fête pas pour épater, elle édifie pour perdurer. Le septième aspect qu'une conscience dominante masque invariablement face aux autres, c'est le désir de se justifier. Dans un univers obsédé par la défense, où chacun éprouve le besoin de préciser, de se protéger, de démontrer sa sincérité ou ses motifs, elle demeure silencieuse. Elle saisit que plus tu es lucide, plus tu concèdes du sol, car chaque terme devient une piste, chaque énoncé une entrée, chaque explication une admission tacite d'une critique. Celui qui se défend s'abaisse. Il dit au collectif « ton avis m'importe ». Et une conscience dominante rejette cela.
Elle n'élucide pas ses options à ceux qui manquent de profondeur pour les saisir. Elle ne dilue pas sa réflexion pour apaiser les groupes. Machiavel savait que plus tu laisses autrui dans l'incertitude, plus tu conserves l'avantage. Le voile protège, la netteté hâtive expose. Une conscience robuste comprend que sa discrétion surpasse parfois un long exposé. Elle sait aussi que celui qui se justifie devient captif de ses propres termes. Elle préfère donc laisser les individus supposer ce qu'ils désirent. Elle laisse le tumulte s'écouler. Elle laisse les avis rebondir sur sa sérénité. Et tandis que les autres se défendent pour endurer l'opinion, elle s'élève par l'apathie. Elle s'exprime uniquement quand c'est profitable, jamais pour se sauvegarder, car elle a saisi que la vérité profonde ne se proclame pas, elle se pratique et que ceux aptes à la percevoir la détecteront sans qu'on ait à la leur offrir. Elle refuse de mendier la compréhension. Elle progresse même incomprise. Elle opère même blâmée, car elle sait que se justifier, c'est souvent accorder de la valeur à ceux qui n'en méritent pas. Et une conscience dominante n'alloue jamais son vigueur au regard des incompétents. Le 8e aspect qu'une conscience dominante occulte systématiquement devant autrui, c'est sa tactique. Elle peut détenir un schéma élaboré, des visées nettes, des coalitions précises, mais rien ne doit affleurer. Elle saisit que révéler ses préparatifs équivaut à inviter les perturbations. Dans la réalité, plus tu proclames tes intentions, plus tu convies autrui à les entraver. Machiavel l'a énoncé clairement. Les visées doivent rester indéchiffrables, même pour les intimes, car les termes circulent, les regards trahissent, les détails s'évadent. Une conscience dominante ne diffuse pas son cadre interne. Elle dissimule les bases de ses verdicts. Elle laisse supposer qu'elle improvise alors qu'elle anticipe tout. Elle laisse percevoir une inertie alors qu'elle scrute. Elle observe la discrétion, mais elle avance. Elle comprend que l'autorité émane aussi de l'inattendu, de cette aptitude à émerger où on ne t'anticipe pas. Elle repousse l'annonce de ses desseins. Elle les édifie dans la pénombre. Elle ne sollicite pas la vie, elle ne quête pas les suggestions. Elle agit et voilà. Car chaque tactique révélée devient fragile et elle ne tolère pas la fragilité. Elle veut que nul ne prévoie ses préparatifs, que nul ne puisse l'interrompre. Elle refuse d'offrir à ses rivaux l'opportunité d'ajuster. Elle domine son calendrier, son domaine, son rythme, et cela la rend insaisissable. Une conscience dominante sait que les desseins profonds ne perdurent que dans la discrétion et qu'une fois achevés, ils n'exigent plus d'élucidation. Ils s'affirment d'eux-mêmes car ils ont été forgés dans l'invisibilité. Le 9e aspect qu'une conscience dominante masque invariablement face aux autres, c'est son désordre interne. Même si elle doute, même si elle oscille, même si elle affronte une tourmente, elle préserve l'équilibre. Elle ne laisse pas deviner le tumulte, car elle sait que le collectif n'honore que ce qui paraît solide. Celui qui flanche devant autrui perd instantanément en légitimité. Il peut être brillant, astucieux, calculateur. S'il manifeste trop d'hésitation, l'incertitude s'installe autour de lui. Machiavel savait que l'autorité repose sur l'impression de constance, et cette impression se bâtit dans la persistance. La conscience dominante s'impose une rigueur psychique, ne jamais laisser percevoir l'orage. Elle peut tout interroger intérieurement, elle peut frôler l'abîme, mais elle maintient la trajectoire en extérieur. Parce qu'elle sait que les masses n'écoutent pas la réalité, elles observent les apparences et qu'une posture stable suffit souvent à susciter la foi en une vigueur authentique. Elle opte donc pour la modération. Elle s'exprime peu. Elle opère sans tremblement. Elle ne quête pas l'apaisement. Elle ne se confie pas au hasard. Elle filtre ce qu'elle diffuse. Elle sauvegarde ce qu'elle endure car elle comprend que le désordre manifeste attire les opportunistes, les détracteurs, les dominateurs. Elle préfère être perçue comme réservée que comme égarée, comme éloignée que comme incertaine. Elle façonne une image de sérénité non pour tromper, mais pour perdurer. Elle sait que l'autorité se maintient par l'harmonie apparente et que les authentiques mutations, les véritables interrogations, se réalisent dans la discrétion. Le désordre interne n'est pas une disgrâce, mais le rendre collectif, c'est risquer d'être écrasé durant la reconstruction. Le 10e aspect qu'une conscience dominante occulte systématiquement devant autrui, c'est son dédain. Elle peut évaluer intérieurement, identifier l'ignorance, repérer la duplicité, mais elle ne laisse rien affleurer. Car elle sait que dédaigner, c'est révéler ce qui nous perturbe.
C'est indiquer que quelque chose a eu assez de poids pour provoquer une réponse. Et cela suffit pour nous rendre accessibles. Celui qui affiche son dédain aspire encore à régner. Celui qui n'en manifeste rien a déjà transcendé. Machiavel l'avait saisi. La prééminence authentique n'exige pas d'affirmation. Elle se vérifie. Une conscience dominante ne dilapide pas son énergie à signaler ce qu'elle juge inférieur. Elle l'ignore non par fragilité, mais par domination. Elle sait que dédaigner ouvertement déclenche une confrontation superflue et elle ne combat que quand c'est essentiel. Elle maintient un regard équilibré. Elle évite les affrontements inutiles. Elle ne moralise pas. Elle ne vise pas à corriger autrui. Elle progresse. Elle impose par la persistance, non par la réprobation. Elle sait que la discrétion face à la médiocrité est plus acérée qu'une observation hautaine. Elle laisse chacun à son stade sans interférer, et cette modération devient une vigueur. Elle génère une distance que les autres perçoivent sans pouvoir la franchir. Elle n'a pas besoin de dédaigner car elle n'est plus affectée. Et c'est cela le pinacle du détachement. Ne plus répondre du tout. Tu maîtrises désormais ce que les consciences dominantes refusent d'exposer. Mais au-delà de ces retenues évidentes, il subsiste une dimension plus enfouie, une couche plus sombre. Dans cette suite, tu vas révéler 7 principes que peu affrontent. Des bases mentales occultées, des règles invisibles que Machiavel appliquait sans les consigner. Le premier principe occulte, c'est que plus tu es saisi, plus tu es fragile. La communauté prône l'authenticité, l'ouverture, la franchise affective. On t'assure que te confier forge des liens, mais dans les sphères d'autorité, ce que tu diffuses devient une obligation. Tout ce qui est saisi peut être exploité, inversé, retourné contre toi. La conscience robuste le perçoit. Elle refuse d'être décodable. Elle veut qu'on la contemple sans jamais la cerner pleinement, car elle sait que l'humain nécessite des catégories pour dominer. Plus tu entres dans une catégorie, plus tu perds ton indépendance. Machiavel savait que l'autorité appartient à ceux qu'on ne peut synthétiser, ceux qu'on ne peut prévoir, ceux dont les visées échappent à toute interprétation simple. Une conscience dominante nourrit cette zone vague. Elle peut paraître collaborative, mais elle conserve une opacité. Elle énonce beaucoup sans rien révéler. Elle narre des faits secondaires sans livrer son noyau. Car elle a saisi ceci, ce que tu diffuses de toi appartient à autrui, et ce que tu occultes te demeure. Elle s'enclôt dans une structure de discrétion délibérée, non par crainte, mais par calcul. Elle n'est pas distante, elle est exacte. Elle sait ce qu'elle diffuse, à qui et pourquoi. Et si elle doit se confier, ce sera tardif. Une fois l'enjeu remporté, car alors, il n'y a plus rien à risquer. Une conscience fragile aspire à être saisie. Elle confond netteté et réalité. Mais la réalité, l'authentique, est toujours nuancée, fluide, ardue à capturer. Celui qui vise à être saisi par tous finit aplani, poli, décodable et donc assaillable. La conscience robuste, elle, repousse cette simplicité. Elle accepte d'être mal décryptée. Elle accepte d'être mal évaluée car elle a opté pour rester indépendante, imprévisible et donc dominante. Le deuxième principe occulte, c'est que tout ce que tu diffuses devant autrui devient un domaine que tu ne gères plus. Tu peux croire que tu conserves le contrôle, que tu sélectionnes ce que tu révèles, que tu domines l'impression que tu projettes. Mais une fois extérieur, cela ne t'appartient plus. Cela existe dans la perception d'autrui, dans ses prismes, ses cicatrices, ses projections, et tu ne peux plus intervenir. Une conscience dominante le perçoit. Elle ne vise pas à charmer. Elle ne vise pas à imposer une impression. Elle vise à rester insaisissable. Car elle sait que plus tu énonces, plus on exige de toi. Plus tu diffuses, plus on te scrute. Et plus tu t'efforces de rester aligné avec ce que tu as diffusé, plus tu deviens captif de ton propre rôle. Machiavel l'avait saisi. Même la réalité peut piéger si elle est offerte sans tactique. Une conscience fragile énonce pour se conforter. Elle veut tout élucider, tout harmoniser, tout étaler. Mais cette franchise devient une prison. On te complimente, puis on t'exploite. On t'ovationne, puis on te consume. La conscience robuste, elle, préfère la disjonction. Elle conserve une marge. Elle laisse autrui conjecturer. Elle ne se sent pas contrainte de défendre ses actes. Elle accepte que tous ne saisissent pas, car elle n'existe pas pour être décryptée, mais pour être indépendante.
Elle saisit que la véritable domination n'est pas de gérer l'impression, c'est d'en projeter aucune. C'est d'être vague, discret, presque effacé. Ce vague est dérangeant au départ, mais il sauvegarde. Il forge un espace où nul ne peut t'enfermer, un domaine que tu occupes seul. Et c'est dans cette discrétion que l'authentique autorité se déploie. Pas dans ce que tu diffuses, mais dans ce que tu contiens. Le troisième principe occulte, c'est que le groupe ne quête pas la réalité. Il quête une lacune. Tu peux penser qu'en te présentant sincère, vulnérable, tu susciteras la confiance. Mais la vérité est plus rude. Plus tu exposes ton essence, plus tu armes ceux qui t'observent sans bienveillance. L'univers contemporain camoufle sa dureté derrière des voiles sociétaux. Mais le mécanisme persiste. Celui qui diffuse ses failles collectivement devient une cible. Une conscience dominante a saisi que l'exposition ne mène pas toujours à l'union. Parfois, elle mène à la dégradation. Machiavel savait que l'individu est un être calculateur. Même ceux qui t'écoutent avec douceur aujourd'hui peuvent inverser ces données contre toi demain. Mieux vaut être mésestimé que ruiné. Le considération naît du voile, non de l'aveu. La conscience robuste ne vise pas à attendrir. Elle vise à rester intacte même en souffrance, même en traversant des obscurités. Elle n'appelle pas à la compassion du groupe. Elle repousse cet échange car elle sait que ce que le groupe octroie, il peut le révoquer. Il adore un jour, il anéantit le suivant. La seule sauvegarde, c'est la discrétion. Ce n'est pas de la distance, c'est une intelligence. Il ne faut pas livrer ton essence à ceux qui ignorent sa valeur. Il faut la préserver pour ceux qui ont démontré qu'ils peuvent la chérir et en attendant rester indéchiffrables. C'est cette position qui neutralise les groupes, qui déconcerte les indiscrets, qui impose la considération. Le voile est une forteresse que nul ne peut gravir sans ton accord. Et tant que tu maintiens cette forteresse, tu restes souverain de toi. C'est ce que le groupe tolère mal, ne pas savoir comment t'atteindre. Le quatrième principe occulte, c'est que chaque terme devant autrui est un engagement. Quand tu énonces, tu t'impliques, tu lances une assurance, tu fixes une stance, tu indiques une orientation. Et même si tu ne le ressens pas ainsi, les autres t'y lient. Une conscience dominante le perçoit. Elle mesure chaque énoncé. Elle évite les proclamations grandioses, les engagements affectifs, les formulations qui l'entraveraient ultérieurement car elle sait que la mémoire collective est partielle, mais implacable. Machiavel l'avait observé. Les termes proférés deviennent des obligations qu'on te rappelle. Et dans un univers où tout se répète en boucle, où les énoncés capturés circulent, où la vie collective déforme, il faut maîtriser la discrétion gracieuse. Énoncer est devenu un péril et une conscience robuste préfère sauvegarder sa marge d'initiative. Elle ne veut pas être confinée par ce qu'elle a énoncé un jour sous l'emprise d'un sentiment. Elle veut conserver sa mobilité, son adaptabilité. Elle veut pouvoir réviser sans être punie pour cela. Elle saisit que la discrétion est une vigueur, celle de rester indépendant. Car quand tu ne t'es pas impliqué, tu peux toujours sélectionner. Quand tu n'as pas assuré, tu peux toujours réorienter. Une conscience fragile énonce trop promptement, trop intensément, trop fréquemment. Elle pense que l'énoncé est autorité, mais mal employé, il devient une entrave et elle s'attache elle-même. La conscience robuste, elle se contient non par appréhension, mais par calcul. Elle saisit que la meilleure stance parfois est l'ambiguïté, celle qui n'offre rien à assaillir, rien à révoquer, rien à inverser. Tant que tu restes vague, tu restes indépendant. Et cette indépendance est le sol où l'authentique autorité s'enracine. Le cinquième principe occulte, c'est que les sentiments manifestes sont des entrées ouvertes sur ton psychisme. Chaque subtilité faciale, chaque élévation de sourcils, chaque variation vocale, tout cela dénonce un fragment de toi et le collectif t'analyse sans que tu le détectes. Une conscience dominante a appris à sceller ses entrées. Elle ne joue pas à l'automate, mais elle discipline son expression affective. Elle ne laisse pas deviner ses réponses, car elle sait que l'opposant le plus astucieux n'assaille jamais directement. Il examine, il observe, il guette un indice, une lacune, une réponse, et puis il porte le coup. Machiavel le savait. Le conflit débute toujours par la donnée. Celui qui décrypte ton expression a déjà un avantage. La conscience robuste cultive donc la neutralité. Elle nourrit l'art de ne rien révéler par son corps. Elle rend ses poses indéchiffrables. Elle comprend que le sentiment manifeste,
C'est de l'information brute pour ceux qui visent à te cerner. Et elle ne fournit pas cette information. Même surprise, elle conserve la sérénité. Même agressée, elle conserve la densité. Elle veut que nul ne discerne ce qu'elle conçoit, ce qu'elle éprouve, ce qu'elle anticipe. Parce que ce que les autres ignorent, ils ne peuvent le dominer. Le sentiment est naturel, bien sûr, mais le sentiment manifeste est un péril. Et elle ne s'offre pas à ce péril. Elle se sauvegarde par la domination, non pour paraître distante, mais pour rester indépendante. Elle veut être une surface unie sans relief. Rien sur quoi accrocher une lecture. C'est cette énigme affective qui lui octroie la supériorité. Et cette domination devient une vigueur dans un univers où tous répondent trop hâtivement. Le 6e principe occulte, c'est que ta discrétion perturbe plus que tes exclamations. Dans une communauté saturée de vacarme, d'avis, de proclamations incessantes, celui qui se tait devient une exception. Et cette exception génère un inconfort. Une conscience dominante le sait. Elle sait que la discrétion calculée est une incitation cachée. Elle déstabilise, elle contraint l'autre à se révéler d'abord. Machiavel avait déjà saisi que la discrétion est un atout. Celui qui énonce le moins perçoit le plus, et celui qui perçoit voit plus loin. La discrétion t'offre de l'altitude. Elle te positionne au-dessus du tumulte. Elle crée une pression, une espérance. Et dans cette espérance, c'est l'autre qui s'égare. C'est lui qui remplit le néant, qui en révèle trop, qui s'épuise tandis que toi, tu restes stable. La discrétion n'est pas un recul, c'est un domaine, celui de la domination. La conscience fragile énonce pour combler. Elle craint le néant. Elle veut exister via le son. La conscience robuste, elle, accepte le néant. Elle s'y établit, elle le transmute en outil, et c'est cette aptitude à demeurer dans la discrétion, à ne pas se hâter, à ne pas répondre instantanément qui la rend redoutable. Elle n'a pas à proclamer pour être perçue, elle n'a pas à débattre pour persuader. Sa sérénité communique à sa place, et c'est cela que les autres ressentent, même s'ils ne peuvent l'élucider. Le 7e principe occulte, c'est que l'impression de soi est un piège. Dès que tu commences à forger une impression, tu entres dans un cycle de maintenance. Il faut la préserver, la protéger, l'ajuster, et tu deviens dépendant d'elle. Une conscience dominante repousse cela. Elle refuse d'être captive d'une position. Elle veut pouvoir muter, progresser, surprendre. Machiavel l'avait observé. Celui qui s'attache à son impression devient rigide. Il cesse d'être mobile. Il cesse d'être indépendant. La conscience robuste préfère le flux. Elle ne vise pas à paraître harmonieuse aux yeux du collectif, mais à rester fidèle à elle-même. Elle saisit que l'impression est un déguisement et qu'à force de l'endosser, on finit par croire que c'est l'essence. Elle s'en détache. Elle accepte d'être paradoxale, mésestimée, mutable, car elle sait que la véritable vigueur, c'est de ne rien devoir à ce que tu projettes. Elle ne vise pas à captiver. Elle veut rester authentique même si cette authenticité bouscule, même si elle perturbe. Elle préfère être en dissonance avec l'espérance externe que trahir son flux interne. Et c'est cela l'indépendance suprême. Ne pas avoir à sauvegarder une impression. Ne rien redouter de ce qu'on dira. Ne rien devoir à ce qu'on suppose. L'impression t'offre de la visibilité. Le détachement t'offre la vigueur. Tu maîtrises désormais ce que les dominants occultent. Tu connais les principes invisibles qu'ils préservent. Mais la perception ne suffit pas. Il faut des outils, des méthodes tangibles. Dans cette conclusion, tu vas apprendre à les intégrer, non en abstraction, mais dans ton physique, ton comportement, ton aura, là où tout s'initie. Première méthode, l'art d'énoncer peu mais pertinemment. La première transformation à opérer, c'est ton lien à l'expression, car ta voix est souvent l'outil qui te dénonce le plus. Énoncer excessivement, hâtivement, impulsivement, c'est offrir à autrui une vue de ton psychisme. C'est leur livrer tes visées, tes espérances, tes faiblesses. Une conscience dominante énonce moins. Mais chaque terme est sélectionné, chaque formulation porte une densité. Ce n'est pas du silence total, c'est de l'exactitude. Elle ne vise pas à remplir, elle vise à édifier. Et quand elle énonce, la quiétude environnante s'intensifie, car chacun perçoit que ce qu'elle dit n'est pas une échappatoire, mais une initiative. Apprends à insérer des pauses entre tes concepts. Apprends à ne pas répliquer immédiatement. Ne vise plus à démontrer ni à persuader. Dis peu mais dis authentique.
Laisse ton corps compléter le signal. Laisse ta position accomplir la tâche. Énoncer peu, c'est aussi percevoir plus. Et celui qui perçoit voit plus loin. Il détecte ce que les autres diffusent sans s'en apercevoir. Il décrypte les lacunes, les cravings, les intrigues, et il conserve tout cela sans le manifester. C'est ainsi qu'il gagne de l'avance sans jamais avoir à s'affirmer. Pour t'entraîner, débute par diminuer tes termes dans les instants de pression. Réplique avec délibération. Inspire avant d'énoncer. Observe l'effet de ta modération. Tu verras que ceux en face s'ajustent. Ils ressentent la profondeur de ton aura et ils altèrent leur démarche. Parce qu'en énonçant peu, tu imposes plus. Et cette sobriété verbale devient la signature d'une vigueur intime que nul ne pourra plus négliger. Deuxième méthode, préserver son équilibre affectif en toutes circonstances. Une conscience dominante ne se laisse pas entraîner par l'extérieur. Elle réside dans son axe. C'est là sa plus solide sauvegarde. Tu dois apprendre à ne plus répondre comme un ressort tendu dans toutes les directions. Apprends à t'observer intérieurement quand tout autour s'agite. Quand on t'assaille, quand on t'ignore, quand on t'adule, ne quitte pas ton axe. Scrute, inspire, reste droit. Ton autorité dépend de ta constance affective. Et cette constance ne vient pas de la distance, mais de la rigueur interne. Tu ne pourras jamais dominer le monde, mais tu peux dompter l'impact qu'il exerce sur toi. Cela requiert une pratique quotidienne. À chaque défi, tu dois générer un intervalle de discrétion intime, un instant de non-réponse, un temps où tu refuses de fuir, de détonner, de t'excuser. Tu ne dois plus être tiré par les affects d'autrui. Tu dois être ton propre pivot. Si tu entres dans un espace et que quelqu'un tente de te déstabiliser, contemple-le avec sérénité. N'essaie pas de te défendre. Ne hausse pas le ton. Ne souris pas pour charmer. Demeure. Laisse la discrétion opérer. Tu verras que cette inertie crée une pression inédite. Elle impose une considération car rares sont ceux qui savent rester dans leur axe quand l'entourage vise à les décentrer. Garde en toi une vision, un arbre face à un ouragan. Il ploie mais ne rompt pas. Il reste enraciné. Il sait que l'ouragan s'estompera, mais que lui perdurera. C'est ce que tu dois incarner. Un repère fixe dans un univers turbulent. Et ce repère fixe, c'est là que réside ton influence cachée. Ce n'est pas le plus vigoureux qui règne, c'est celui qui reste constant quand tout oscille. Et cette constance n'est pas visible, elle est perçue. C'est elle qui impose, c'est elle qui motive, et c'est elle qui te rend inviolable. Troisième méthode, édifier une aura énigmatique. L'un des mystères les plus puissants que tu peux dompter, c'est celui de ne jamais être totalement décodable. L'aura énigmatique n'est pas une attitude, c'est une pratique. Elle consiste à exister dans une ambiguïté domptée, à ne jamais tout diffuser, même dans les instants où on te scrute ardemment. La conscience fragile aspire à être saisie, intégrée, légitimée. Alors, elle s'étale, elle partage tout, elle croit que plus on la connaît, plus on l'appréciera. Mais en vérité, plus tu es décodable, plus tu es anticipable. Et plus tu es anticipable, plus tu es influençable. La conscience robuste, elle nourrit l'énigme. Elle peut être aimable sans être confiante, présente sans être accessible, courtoise sans être limpide. Elle forge une barrière invisible entre elle et autrui, un filtre qui protège son univers intime. Cela débute par la domination de ton expression non verbale. Ne laisse pas tes traits énoncer pour toi. Contiens ce que tes mouvements révèlent. Observe-toi dans la quiétude. Ensuite, limite l'accès affectif que les autres ont sur toi. Ne ris pas toujours quand on l'attend. Ne réagis pas mécaniquement. Génère du vague dans tes répliques. Dis moins que ce que tu sais. Perçois plus que ce que tu rétorques. Tu verras que rapidement ton rayonnement mutera. Les individus commenceront à se défier de ce qu'ils ne saisissent pas. Et dans cette défiance naît la considération. Une aura énigmatique ne signifie pas distante. Elle signifie close avec astuce. Elle laisse deviner une profondeur sans jamais la livrer. Elle impose la quiétude chez autrui car elle génère une tension mentale. Et dans cette quiétude, c'est toi qui domines l'espace. Cette méthode n'est pas relationnelle, elle est vitale. Tu te protèges non par crainte, mais parce que tu as saisi que ce qui est apparent est toujours assaillable. Et toi, tu vises à devenir inassaillable. C'est cela l'aura énigmatique, une influence muette que nul ne peut cerner ni maîtriser.
Quatrième méthode, apprendre à être indéfinissable. L'autorité réelle ne tolère pas la classification. Dès que tu entres dans une catégorie, tu deviens interprétable, anticipable, donc maîtrisable. Une conscience dominante repousse cela. Elle brouille les indices. Elle peut être affable un jour, réservée le lendemain, sérieuse dans un groupe, sarcastique dans un autre, non pour calculer, mais pour rester indépendante. Car le collectif te juge avant de t'écouter. Il vise à déterminer où te placer, qui tu incarnes, comment te gérer. La conscience robuste refuse cette gestion. Elle contraint autrui à rester vigilant, à hésiter, à rester réceptif. Elle n'appréhende pas la complexité. Elle assume ses paradoxes. Elle sait que les esprits majeurs sont toujours perturbants car ils ne se laissent pas simplifier. Si tu veux intégrer cette méthode, débute par questionner ton propre craving d'être harmonieux aux yeux du collectif. Accepte de ne pas toujours élucider. Ne t'excuse pas d'évoluer. Ne vise pas à tout justifier. Existe, opère. Sois une énigme en flux. Nourris plusieurs aspects sans trahir ton cœur. Tu peux être bienveillant et implacable, endurant et décisif. Tu n'as pas à sélectionner. Tu es étendu et plus tu assumes cette nuance, plus tu deviens ardu à gérer pour autrui. Et donc plus tu gagnes en supériorité car les individus ignorent comment te provoquer. Ils vacillent et cette vacillation est une forme d'allégeance. Machiavel l'avait saisi, l'indéfinissable échappe au piège. Il peut s'ajuster sans être assimilé. Il peut surgir sans être capturé. Et dans cette mobilité, il saisit le contrôle du cadence. Le collectif veut des silhouettes simples. Offre-lui un puzzle. C'est cela l'indépendance. Ne pas être catégorisé. Et c'est cela l'autorité. Forcer autrui à ne jamais relâcher sa vigilance face à toi. Cinquième méthode, dominer le rythme de ses réponses. Celui qui répond promptement, énonce promptement, agit promptement, se dénonce promptement. Le rythme est un indicateur et celui qui domine le rythme domine le cadre. Une conscience dominante n'est jamais précipitée. Elle ralentit, elle prend son temps. Même en urgence, même sous contrainte, elle conserve le contrôle de son cadence car elle sait que la rapidité de réponse est une lacune. Elle indique où tu es atteint, ce que tu appréhendes, ce qui te perturbe. Dominer le rythme, c'est offrir une latitude. C'est refuser d'être aspiré dans le cadence imposé par autrui. C'est préserver ton autonomie de flux, de réflexion, d'aura. Quand quelqu'un te défie, tu ne rétorques pas immédiatement. Tu laisses la discrétion précéder ta réplique. Cette discrétion n'est pas du néant, c'est de la vigueur contenue. Elle rend l'autre anxieux. Elle déplace l'équilibre de la scène, car dans l'inconscient collectif, celui qui prend son temps est celui qui règne, même sans énoncer. Machiavel le savait. Celui qui répond instantanément perd l'avantage. Il se laisse dicter le cadre. La conscience robuste le redéfinit. Elle crée un intervalle intime entre l'offensive et la réplique. Elle ralentit pour évaluer, pour scruter, pour faire peser chaque terme, chaque regard, chaque mouvement. Ce ralentissement devient un code, un signal que les autres perçoivent. Il impose la considération car il génère un déséquilibre mental. On ignore quand tu vas énoncer ni ce que tu vas dire. Et cette imprévisibilité te mue en vigueur. Tu n'es plus dans la réponse, tu es dans la guidance. Et c'est cela que les dominants maîtrisent le rythme, le souffle, le moment. Pas pour calculer, mais pour conserver la souveraineté sur leur propre domaine. Celui qui domine son cadence domine son existence. Sixième méthode, nourrir l'ambiguïté délibérée. Dans un univers obsédé par la netteté, il y a une vigueur redoutable dans le vague. La conscience dominante le sait. Elle n'énonce jamais tout. Elle laisse conjecturer. Elle parle en boucle. Elle réplique par des interrogations. Elle dissémine des pistes sans offrir la carte car elle sait que le vague provoque la vigilance. Et cette vigilance est une allégeance masquée. Quand autrui ignore ce que tu vises, ce que tu poursuis, ce que tu conçois, il formule des suppositions et pendant qu'il conjecture, toi tu progresses. L'ambiguïté délibérée n'est pas une évasion, c'est une tactique. Tu dois apprendre à ne pas tout désigner, à ne pas tout élucider, à ne pas toujours défendre tes verdicts. Le craving de netteté est souvent un piège. Plus tu rends tes visées claires, plus on peut les saboter. Plus tu les occultes, plus tu les sauvegardes.
Machiavel affirmait déjà que les visées doivent être aussi indéchiffrables que l'obscurité. Et c'est exact car les ténèbres offrent du temps. Elles te laissent ajuster, rectifier, pivoter sans que nul ne le détecte. La conscience robuste nourrit le vague comme un rempart. Elle n'indique pas sa direction, elle n'indique pas ce qu'elle éprouve, elle laisse autrui dans l'incertitude. Et cette incertitude, elle l'exploite, elle s'y abrite, elle s'y fortifie. Car tant que tu ignores ses préparatifs, tu ne peux t'y opposer. L'ambiguïté délibérée est un art. Elle requiert de la subtilité, de l'endurance, de la rigueur. Mais quand tu la domptes, tu deviens inviolable car même observé, nul ne sait ce que tu fabriques. Septième méthode, instaurer la considération sans la solliciter. La considération ne se mendie pas, ne se réclame pas, elle s'affirme sans terme. Et pour cela, la conscience dominante œuvre sur ce qu'elle émane, non sur ce qu'elle exige. Elle ne vise pas à être appréciée, elle ne vise pas à être crainte, elle vise à être perçue comme une aura qu'on ne peut négliger. Cela débute par l'harmonie. Ce que tu énonces doit s'aligner avec ce que tu incarnes. Pas de voile, pas de rôle, une profondeur calme, une fermeté souple, le regard stable, les mouvements mesurés, les poses riches. C'est cette constance qui génère la considération. Car autrui perçoit qu'il ne peut t'entraîner où il le souhaite. Tu ne bouges pas sous la contrainte. Tu ne réponds pas au chantage affectif. Tu ne t'excuses pas d'exister. Tu tiens ton domaine et tu le tiens sans bruit. Tu ne vises pas à persuader. Tu incarnes. Tu n'exiges pas l'attention. Tu attires le focus par ta densité intime. C'est cette gravité muette qui impose la considération. Machiavel le savait. Celui qui évoque la considération ne la possède pas. Celui qui l'incarne n'a pas à la réclamer. La conscience robuste n'élève pas le ton. Elle n'a pas à s'affirmer. Elle existe et cela suffit. Travailler cela requiert du temps. Cela requiert de l'isolement, de la confrontation, de la purification. Mais quand tu atteins cette épaisseur, cette sérénité dense, tu deviens un ancrage. Et ceux qui pénètrent ton champ perçoivent ton aura comme une borne. Non parce que tu l'as proclamée, mais parce qu'elle est tangible. Tu viens de franchir un domaine que peu osent arpenter. 10 éléments que les consciences dominantes occultent toujours devant autrui. 7 principes invisibles trop acérés pour être diffusés dans les cercles communs et ces méthodes de discrétion et de domination qui transforment progressivement un être précaire en vigueur calculée. Ce que tu viens de percevoir n'est pas un simple matériau, c'est un protocole. Un protocole pour fuir la banalité oppressante de l'exposition constante. Un protocole pour renaître intérieurement dans un univers où tout te pousse à t'élucider, à t'étaler, à répondre. Mais tu dois saisir une chose, l'autorité ne se proclame pas. Elle ne vocifère pas, elle ne s'agite pas. Elle n'a rien à démontrer. Elle se pratique dans la discrétion. Elle s'affirme dans l'énigme. Elle s'édifie dans l'obscurité. Machiavel l'avait observé. Nietzsche l'a validé. Et toi, tu l'as perçu à travers chaque terme de cette exploration. Tu ne dois plus dilapider ton vigueur à tenter d'être saisi. Tu ne dois plus exposer tes cicatrices en espérant qu'on les honore. Tu ne dois plus poursuivre la légitimation d'un univers qui rejette ce qu'il peut trop aisément décrypter. Tu dois maintenant revenir au noyau, à cet espace en toi que nul ne domine. Là où tu décides qui tu incarnes, ce que tu diffuses, ce que tu contiens. Là où l'autorité débute vraiment, ce que tu occultes n'est pas une lacune, c'est une vigueur. Ce que tu sauvegardes n'est pas un vide, c'est un joyau. Ton énigme n'est pas une distance froide, c'est une barrière sacrée. Les individus précaires veulent tout énoncer, tout élucider, tout étaler. Ils pensent qu'en s'ouvrant, ils suscitent la confiance. Mais ils ne font que livrer leur autorité à ceux qui guettent un indice pour assaillir. Ceux qui te scrutent ne viseront pas toujours à te saisir. Parfois, ils attendent juste que tu ouvres l'entrée. Et quand c'est accompli, il est trop tard. Toi, tu ne dois plus ouvrir cette entrée. Tu dois la verrouiller. Tu dois devenir celui qu'on ne peut décoder, celui dont on ne devine pas les visées, celui qui n'énonce pas pour charmer, mais qui opère pour perdurer. Souviens-toi, la véritable vigueur est muette. Elle ne vise pas à charmer. Elle ne vise pas à persuader. Elle opère avec exactitude. Elle scrute plus qu'elle n'énonce.
Elle contient plus qu'elle n'offre. Et c'est cette modération qui crée un rayonnement que nul ne peut briser. Tu n'as pas à ressembler aux autres. Tu n'as pas à t'élucider pour être intégré. Tu n'as pas à étaler ta souffrance pour qu'elle soit valide. Ce que tu conserves en toi te modèle plus que ce que tu diffuses. Et c'est cette intériorité domptée, façonnée, affinée dans l'ardeur de la discrétion qui deviendra ton siège. Cet univers n'honore pas les âmes limpides. Il les exploite, il les épuise, il les rejette. Cet univers honore ce qu'il ne peut saisir, ce qu'il ne peut atteindre, ce qu'il pressent sans pouvoir désigner. Deviens cela. Deviens l'inapparent. Deviens la sérénité au cœur du tumulte. Deviens l'aura qui perturbe sans énoncer, le regard qui pénètre sans proclamer, la discrétion qui guide sans imposer. Et alors, tu n'auras plus à te protéger. Ton existence communiquera pour toi. Si tu as poursuivi jusqu'au terme de cette séquence, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à briser avec la raison des masses. Prêt à occuper ta discrétion. Prêt à exploiter l'autorité sans qu'elle te déforme. Prêt à devenir cet être exceptionnel qui n'a plus besoin d'être perçu pour être craint. Inscris-toi maintenant. Diffuse cette séquence à celui qui doit percevoir cette réalité et retiens cette formulation. L'énigme ne sauvegarde pas seulement ton autorité, elle en est l'origine.